est à l'origine du projet de Métropole Aidante. Ce qui est intéressant, c'est que ce webinaire et cette thématique s'inscrivent vraiment sur un projet en continu de l'ADAPI porté fortement par notre direction générale sur la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Donc, depuis de nombreuses années, l'ADAPI a fait des formations, fait des propositions d'innovation. L'année dernière, il y a eu un webinaire pour présenter la charte de l'ADAPI par les personnes accompagnées, dont Christine qui est parmi les personnes qui participent et qui a été transcrite en facile à lire et à comprendre. Cette année, il y aura un colloque le 2 mars 2023 à destination des familles, des professionnels et des personnes accompagnées, à nouveau sur la thématique de la vie intime, affective et sexuelle, avec un focus sur des innovations, notamment sur la place de la pérédance, sur la place du théâtre, sur la place d'innovation faite par les établissements et une grande place donnée aux personnes accompagnées. Voilà, donc je vais laisser la parole aux experts de terrain, à Boris Arnal du SAVS de la résidence plurielle, du SAVS pluriel, et Christelle Caraz, qui doit être par là, qui est infirmière au foyer L'Étape. Et un grand merci à Marine Redersdorf, qui doit aussi être par là, oui. qu'on ne voit pas, voilà, qui est chargée de développement et innovation et chef de service de l'équipe mobile de gestion des comportements de problèmes à l'ADAPI et qui a organisé tous ces cycles de webinaires pour nous. Donc, bonne soirée à tous et profitez bien du webinaire. Bonsoir. Alors, pour compléter ce qu'a dit Maude, du coup, on a proposé un cycle de webinaire. Donc, pour information, le premier webinaire était sur les comportements problèmes de manière générale, donc comment les identifier et les accompagner. Le second a été sur la douleur, comment identifier la douleur de son proche, comment l'évaluer, comment l'accompagner. Il y a eu un troisième webinaire sur la communication. Et donc là, on arrive au quatrième webinaire. Tous ces webinaires-là sont redisponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez les regarder en rediffusion. Et on aura un dernier webinaire la semaine prochaine sur l'autodétermination. Voilà. Donc, je laisse la parole à Boris et Christelle. Je vais partager. Bonsoir. Donc, je suis Christelle Caraz, infirmière à l'Étape. Je suis ravie d'être avec vous ce soir, avec Boris, avec Marine et avec vous tous pour échanger autour de la question de comment respecter et accompagner l'accès à la vie intime, affective et sexuelle de vos proches et pour nous, des personnes que nous accompagnons. Alors, en préambule et avant qu'on commence, il nous semblait important qu'on vous rappelle que voilà, on vient partager avec vous nos connaissances, on vient partager avec vous nos expériences, on vient partager avec vous nos questionnements. Il y a un bon nombre de questions sur lesquelles nous n'avons pas de réponse toute faite. Elles sont sans cesse en maturation, elles sont sans cesse en questionnement. Et c'est justement cette posture qu'on vient partager avec vous parce qu'on a besoin de vous aussi sur ces questions-là. Bonsoir, Boris Arnal, je suis accompagnateur social au SAVS pluriel à Tassin-la-Demi-Lune. Pour commencer, on voulait vous présenter une petite vidéo. Alors, je crois que c'est celle du dernier webinaire qui avait eu lieu. Et c'était l'introduction ou une partie que Christine, qui doit être avec nous ce soir, et Diana Chevalier avaient présenté. Et ce que disait Maud tout à l'heure, c'était effectivement une présentation de la charte qui avait été à ce moment-là simplifiée pour qu'ensuite elle soit présentée dans l'ensemble des établissements de l'ADAPI. Alors, on va lancer cette vidéo et après, on pourra revenir dessus. Est-ce que vous voyez la vidéo là qui s'affiche ou non? Non. Non. Non, on ne voit pas la vidéo, elle ne s'affiche pas. On voit juste le diaporama. Ah, il y a le lien, c'est tout. Ouais.
Bon, alors, c'est toujours un peu les limites de la technicité. Moi, ça me fait un peu plaisir. Ça me permet de reprendre un petit peu la parole pour vous dire qu'effectivement, nous avons vraiment souhaité commencer par la parole des résidents, puisque c'est… Voilà. Ok. Voilà, puisque c'est le point de départ de notre rencontre ce soir, et puis nous, le point de départ de toutes les réflexions et de tout ce qu'on a pu mettre en place dans nos institutions, ou qu'on essaye de mettre en place, et des projets qui ne demandent qu'à évoluer. Alors, Marine est un peu en surchauffe là, parce que ça ne démarre pas. Non, ça va démarrer. Tout va bien se passer. Est-ce que vous entendez? Oui. Non, non, on n'entend pas Marine. Ah. On voit juste une diapo référentielle, donc je pense que c'est la diapo 11 de ton Non, PowerPoint. c'est vraiment la vidéo. C'est la vidéo. En fait, c'est le webinaire, c'est le PowerPoint du webinaire. Vous Mais on entendez? n'entend rien. Ok. Ça fait pas vidéo, quoi. Bon, c'est pas très grave. On va poursuivre, comme ça je règle cette histoire entre-temps. Pour le coup, on reviendra tout à l'heure sur la question de la présentation de la charte, parce que ce qui est intéressant, c'est à la fois effectivement tout le travail qui a été fait dans la commission éthique et handicap autour de cette charte de la vie affective et sexuelle, mais c'est aussi la manière dont les personnes ont pu s'en emparer, les personnes concernées ont pu s'en emparer, et puis y mettre leurs propres mots avec des visuels aussi qui leur parlaient et qui leur permettaient réellement d'y trouver du sens. Donc, pour le coup, ce qu'on va vous proposer, malheureusement, voilà, on va passer à autre chose parce que manifestement, la question de l'informatique devient trop compliquée. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez ce qui est à l'écran ou pas du tout? Oui, on voit bien. On voit bien, Boris. Bien. Bon, très bien. Bon, alors écoutez, donc on souhaitait vous montrer des petits extraits de vidéos, effectivement, avec des témoignages de résidents expliquant combien ils présentaient des problématiques au quotidien, en fait, hein, des questionnements, pas forcément des problématiques, mais des questionnements. Et combien ça vient nous nourrir au quotidien et comment finalement, dans nos institutions, alors dans la tienne, Boris, et dans la mienne, on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on s'en empare, il faut qu'on s'en empare et il faut qu'on propose quelque chose. Et tout cela vient répondre effectivement au concept, pas nouveau, hein, puisque l'OMS, depuis 1974, s'est penché sur cette définition de la santé sexuelle. Alors, la santé sexuelle, c'est un concept positiviste. Alors, dans le sens où, moi, c'est ce que j'aime bien dans ce concept, c'est qu'effectivement, il aborde la vie sexuelle, mais dans le sens de la notion de bien-être. Comme il est évoqué là sur le diapo, donc la citation, les droits humains fournissent un cadre juridique international dans lequel les besoins et les aspirations de toutes les personnes en matière de santé sexuelle et procréative peuvent être pris en considération. Alors ça, c'est la base, c'est le point de départ. Mais si vous voulez, dans nos conceptions, nous en tant que professionnels, vous en tant que parents et les résidents, ce qui a un peu changé la donne, c'est qu'on venait maintenant parler de santé sexuelle, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas seulement de risques, de problèmes, mais qu'on évoquait effectivement, ce n'était pas seulement l'absence de maladie, non, on parlait d'une notion de bien-être et puis surtout de notions respectueuse et puis qui permettait la possibilité de vivre des expériences agréables, sûres, et qui octroyait, qui garantissait plutôt, parce que les droits sont acquis, mais en tout cas, ça permettait de mettre en place des informations complémentaires et complètes, que ça supposait des connaissances et qu'on garantissait un droit d'accès à l'information, et ce, quel que soit le milieu dans lequel on vit. Alors ça, bien sûr, ça peut paraître des grands mots, des grandes phrases, mais moi, je vous assure qu'effectivement, dans la manière moi-même que j'avais… je suis infirmière, hein, donc ça, je me renierai, je ne peux pas me renier, mais c'est vrai que j'abordais souvent
la problématique de la vie affective et sexuelle sur la dynamique du risque. Je ne dis pas qu'il faut le nier. Ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas la seule dynamique. Alors, bon, moi, ça a été, je trouve que cette notion de santé sexuelle, c'est quand même, sans parler de révolution, en tout cas une évolution. Voilà, il n'en demeure pas moins qu'il faut, et c'est la base, se référer au cadre législatif. On ne peut pas sortir, il faut l'avoir en tête, il faut le connaître, il faut le rappeler. Et c'est ce que Boris va vous expliquer maintenant. Pour le coup, sur les questions de vie amoureuse, affective et sexuelle, le cadre juridique en France, il est assez simple. Toute personne présentant un handicap relève pleinement du droit commun. À ce titre-là, chaque personne en situation de handicap est un citoyen à part entière, et à ce titre-là, effectivement, il exerce exactement les mêmes libertés et sous les mêmes conditions que n'importe qui. Donc, en fait, on n'a pas ici de choses qui sont qui sont clairement pas différentes du reste de la population. Et là-dessus, on est avec les lois de 2002 et 2005, des lois qui sont venues rappeler ces évidences-là, rappeler cette orientation-là majeure, qu'effectivement, il n'y a pas de législation particulière pour les personnes qui présentent un handicap. Alors, on a mis une évidence fragile avec un point d'interrogation parce que, effectivement, ça paraît être une évidence que toutes les personnes présentant un handicap relèvent pleinement du droit commun, et pourtant, on y reviendra tout à l'heure, on a tendance parfois à peut-être trop emprunter la question de la vulnérabilité comme étant le point de regard en premier par rapport à cette question de sexualité, de vie affective pour les personnes présentant des handicaps. Donc, on y reviendra par la suite. Mais là, pour le coup, si on poursuit un tout petit peu les questions juridiques, parce qu'il faut qu'on en passe par là de toute manière avant qu'on arrive sur nos expériences particulières dans nos établissements singuliers, Christelle et moi, c'est que clairement, aujourd'hui, on a tout l'arsenal législatif, que ce soit international, européen ou français, qui déclare que effectivement les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits que n'importe qui. Et à ce titre-là, les questions d'intimité, donc là, je vous laisse regarder la vignette, mais on est réellement dans ce devoir de maintenir une égalité de droits pour tout citoyen qui est sur le territoire. Donc, clairement, le respect de la dignité, de l'intégrité, de la vie privée, de l'intimité et de la sécurité de la personne sont des choses essentielles et qui, moi, à mon avis, sont nécessaires de rappeler parce que parfois, on a la sensation que les personnes en situation de handicap n'en seraient pas capables. Et je crois que ça, c'est ce que disait Christelle tout à l'heure, c'est effectivement cette évidence-là qu'il faut vraiment qu'on puisse se marteler. Et je crois qu'on aura sans cesse, il faut réellement qu'on puisse se l'approprier comme étant l'élément de base. D'ailleurs, la dernière circulaire qui date du 31 août 2021 rappelle, relative au respect de l'intimité, rappelle très clairement ces notions-là, et elle va même plus loin parce qu'elle demande aux établissements sociaux et médico-sociaux réellement de mettre en place ces droits-là pour qu'ils soient effectifs dans les établissements et que toutes les personnes en situation de handicap puissent en jouir, si je peux me permettre ce terme-là. Alors, pour le coup, en pratique, on a plusieurs indicateurs, on a plusieurs orientations qui sont rapportées de cette circulaire-là et qui réellement passent déjà par la formation des professionnels et qu'on sorte un petit peu des carcans où on aurait à mélanger sécurité des personnes, possibilité de prendre des risques parfois et la liberté à la sexualité. Il y a aussi toute l'idée de développer le travail en réseau avec des partenaires concernés par cette thématique-là. Donc, alors, on va parler des plannings familiaux, mais ça peut être aussi tout le réseau aussi autour des gynécologues et autres dispositifs qui pourraient amener beaucoup d'informations sur ces questions-là et qui pourraient accompagner plus précisément des personnes qui le souhaiteraient sur des questions de vie affective et amoureuse et sexuelle, bien entendu.
Alors là, c'est sur du côté du professionnel, mais on va parler aussi des personnes concernées, des personnes qui vivent dans les résidences, dans les foyers ou qui sont accompagnées par les services, les différents services de l'ADAPI. C'est aussi informer les personnes accueillies et accompagner, excusez-moi, sur leurs droits. Il faut qu'on puisse créer aussi, et vous verrez tout à l'heure deux expériences qu'on va pouvoir vous présenter, qu'il faut aussi qu'on crée des espaces d'expression, des espaces où les personnes vont pouvoir exprimer, poser des questions sur cette thématique-là. Et ça, c'est, à mon avis, quelque chose qui est essentiel et qui prend de l'ampleur de plus en plus un petit peu dans les différents établissements et services, alors du médico-social, mais et puis de l'ADAPI de manière particulière. Dans le champ de la création d'espaces d'expression pour les personnes en situation de handicap, pour le coup, ce qui va être visé, c'est vraiment le développement de l'expression des émotions, c'est-à-dire de pouvoir savoir à quoi sert une émotion, comment elle s'exprime et qu'est-ce qu'il en est et comment on peut les gérer. Ça, c'est des choses, à mon avis, qui sont essentielles. C'est aussi toute l'information sur le droit à la vie affective, relationnelle, intime et sexuelle. Et puis, principalement, c'est aussi la possibilité, en tout cas, ce qui est demandé aux professionnels, d'avoir une position attentive, une écoute attentive et respectueuse des personnes dans l'expression qu'elles peuvent en faire, dans les questions qu'elles peuvent avoir, c'est-à-dire une position de non-jugement. Et ça, pour le coup, il faut arriver à s'en extraire parce qu'il me semble que malheureusement, notre secteur a été teinté de ce jugement-là qui parlait réellement de sécurité et de risque alors qu'il n'en était pas. Pour le coup, par rapport à cette notion-là et qu'il faut qu'on arrive à dépasser, effectivement, on a un peu ce triangle-là entre l'éthique, la morale et le légal. Et en fait, ce que ça va venir discuter, c'est réellement que l'éthique va parler du bon ou du mauvais, la morale va parler du bien et du mal, alors que le droit va parler uniquement de la loi et du droit. Et ça, c'est cette triangulation-là qu'il va falloir qu'on arrive à gérer et à éviter les injonctions paradoxales entre vulnérabilité et droit à la liberté sexuelle. Là, dans le lien qui est affiché, c'est un juriste qui s'appelle Bruno Pi. Donc là, vous verrez, c'est une intervention dans le cadre d'un colloque organisé par le CREDAVIS et qui fait, voilà, la première partie fait part exactement de la question du droit, qui n'est pas un droit à la sexualité, mais bien un droit à la liberté sexuelle. Et ça, cette distinction-là, elle est fondamentale. Alors, pour le coup, voilà, on revient un petit peu sur cette notion d'évidence fragile, parce que pour le coup, on a tendance, ou on pourrait avoir tendance, pour le coup, on pourrait avoir tendance à accompagner ou à vouloir protéger les personnes en situation de handicap parce qu'elles seraient dites de fait vulnérables. Vulnérable, on est d'accord, la vulnérabilité, c'est effectivement souvent ce qui est défini comme étant ce qui est fragile, facilement blessé ou endommagé. Pour le coup, je pense qu'on a tous des sexualités, on a tous des parcours de vie où on n'a pas été pleinement satisfait, ou même qu'on a pu être en situation où on était mal à l'aise avec ce qui se passait. Et la question qui pose, mais ça reste une question parce que pour le coup, moi je ne veux pas la trancher ici, c'est effectivement ne voir que par le prisme de la vulnérabilité des personnes que nous accompagnons et des personnes en situation de handicap, c'est peut-être leur réduire l'accès à cette expérience-là et finalement réduire la possibilité d'être du côté du droit commun. Voilà pourquoi on avait fait un peu cette vignette avec Christelle et Marine parce que ça nous semblait important de pouvoir le redéfinir. Alors, il y a quelque chose qu'on voudrait aussi, on vous le dit maintenant, on aurait peut-être pu le faire avant, mais ce qui nous intéresse, c'est d'interagir le plus souvent et avec vous, puisqu'effectivement, on arrive, nous, avec ces diapos qu'on a préparés, mais effectivement, on aimerait beaucoup échanger avec vous, parce que notamment sur cette question de la vulnérabilité, ça, comme l'a très bien dit Boris, ça vient vraiment teinter encore nos pratiques dans nos établissements. On y travaille, mais force est de reconnaître qu'effectivement, on est quand même encore entaché, c'est pas péjoratif, mais en tout cas, voilà, c'est une de nos barrières. Et parfois, en réunion pluridisciplinaire,
ça occasionne des débats intéressants, plein de convictions, mais qui sont effectivement, voilà, on est pris dans cet étau quand même. Voilà, donc on vous invite, hein, dès que vous avez quelque chose à partager avec nous, à le faire et le plus souvent possible. Alors, je continue parce que pour le coup, alors cette charte vie intime, affective et sexuelle, alors c'est tout le travail. Alors peut-être que si Christine est là, peut-être qu'elle pourra aussi intervenir si elle le souhaite. En fait, voilà, c'est ce que je disais en préambule. C'est effectivement un PowerPoint qui avait été construit à partir de la charte de la DAPI, qui a été elle-même élaborée dans le cadre de la commission éthique et handicap, et qui en fait présente réellement en fait la manière dont la DAPI souhaite travailler cette question-là dans l'ensemble des établissements et services. Donc, je vais balayer très rapidement les différentes thématiques, les grandes thématiques qui ont été discutées et qui apparaissent dans cette charte-là. Il y a évidemment la première chose, c'est la question de l'autodétermination et du pouvoir d'agir. Alors, autodétermination, semble-t-il, il y aura un webinaire la semaine prochaine qui va beaucoup plus venir en détail sur cette question-là. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Il y a forcément la question de la citoyenneté et du handicap. Ça, on vient d'en parler sur la question du cadre légal et du cadre législatif. Il y a le fait que, pour le coup, il faut l'assumer et il faut le marteler. C'est le droit à sa propre sexualité. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et on a pu repérer dans les différents groupes qu'on a pu animer et avec lesquels on a pu discuter que cette notion-là, elle était fondamentale. L'information et la formation à la vie affective et sexuelle, très clairement, c'est ce que je repérais tout à l'heure dans la circulaire de 2021 qui engage réellement tous les établissements sociaux et médico-sociaux sur cette voie-là. Et puis ensuite, il y a la question des relations affectives, la notion de confidentialité dans les rapports entre les personnes, mais aussi avec les professionnels, avec la famille, des choses aussi qui sont aussi importantes. La notion de consentement, qui pour le coup est une notion extrêmement importante parce que elle est le fondement même de la relation. C'est-à-dire que la question du consentement, c'est pour les personnes savoir que leur corps leur appartient et qu'ils ont le droit d'en faire ce qu'ils en veulent. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de dire oui, ils ont le droit de dire non, ils ont le droit de dire je ne sais pas, ils ont le droit de dire oui dans un premier temps et non par la suite parce qu'ils se rendent compte que ça ne leur plaît pas. Et cette notion-là, il y a un gros travail à faire pour que les personnes puissent l'intégrer. Alors, après, il y a la notion de la masturbation, de la pornographie, des relations sexuelles qui sont des choses importantes et qui se discutent. La notion de contraception, qui est aussi un élément important et pour le coup, qui est aussi importante parce qu'elle ne se concentre pas uniquement sur la contraception féminine, mais aussi masculine. Et ça, c'est des éléments en termes de genre qui s'ouvrent et qui sont aussi importants à discuter. La vie de couple et bien entendu la question de la parentalité et du désir d'enfant, qui sont aussi des notions qu'il va falloir discuter, prendre avec singularité, c'est-à-dire que chaque situation est différente. Il n'y a pas de tabou absolu, mais en tous les cas, il n'y a pas non plus une réponse à tout prix qui serait réellement du côté d'une bonne réponse. Il n'y a pas de réellement bonne réponse, en fait. C'est des choses qui sont adaptées à chaque situation. Si on poursuit, alors c'est pour vous donner un petit peu un visuel de la manière dont ça va être travaillé. Donc la notion du consentement avec un petit texte qui explique un petit peu ce que ça veut dire. Et puis ce visuel qui, à mon avis, est tout à fait clair et pour lequel les personnes qui ont participé à la construction de la version simplifiée de la charte VIAS, c'était tout à fait clair. Sans oui, c'est non. Pour le coup, je crois que ça ne souffre pas de malentendus. Alors maintenant, si vous en êtes d'accord, sauf si vous avez des questions particulières, on va passer un peu à la partie témoignage, c'est-à-dire que Boris et moi allons vous présenter ce qu'on met actuellement en place dans nos établissements
autant le dire tout de suite, Boris est plus aguerri, c'est-à-dire que c'est une pratique qu'il a mis en œuvre depuis plus longtemps. Hein. Donc, nous, à l'étape, nous avons démarré au mois de mai 2022. Je vais vous expliquer par la suite, mais voilà, nos groupes de parole ont démarré depuis mai 2022. Donc, vous voyez, nous en sommes, si j'ose, oui, j'ose, nous en sommes encore au préliminaire. Alors, je vais donc vous présenter le groupe de l'étape. Donc, le groupe de l'étape, nous l'avons appelé « Faisons étape ». Alors, il a lieu 2 fois dans la journée, le mardi. Il s'appelle « Faisons étape » ce matin, parce qu'on anime un groupe de parole avec ma collègue psychologue le matin pour les résidents du foyer de vie. Et il y a un groupe qui s'appelle « Faisons étape ce soir », que j'anime aussi avec ma collègue psychologue, pour les résidents du foyer d'hébergement et qu'on anime le soir de 18h à 18h45 pour leur laisser le temps de rentrer de l'ESAT. Alors, puisque ce projet s'appelle « Faisons étape » et qu'il a lieu à l'étape, j'en profite aussi pour le dire. Je fais un salut à mes collègues ce soir qui sont en repas de cohésion et qui vont visionner cette vidéo. Je leur avais dit que je leur ferai un coucou, voilà qui est fait. Mais avec un peu plus de solennité, je voulais ici pouvoir témoigner de la partie prenante du directeur, qui a été vraiment force de proposition et en même temps d'engagement, ce qui nous a facilité la tâche avec ma collègue psychologue et moi-même. Donc, le projet ce que vous voyez, donc pour qui? Pour les résidents du foyer de vie. Il y a une deuxième partie du projet pour les résidents du foyer d'hébergement. Pour faire quoi? Alors, ça se veut être un espace de parole, un espace d'échange, un espace de partage de connaissances. Et ce qui est très important, c'est qu'au départ, quand on avait pensé ce projet, ce n'était pas le lieu des problématiques personnelles qui, eux, font l'objet d'autres prises en charge plus individualisées et plus adaptées. Alors, plus individualisées parce que, effectivement, selon les questionnements, effectivement, le fait d'être en groupe, si vous voulez, ce n'est pas forcément le meilleur endroit. Donc, ça peut être avec ma collègue psychologue, ça peut être que ma collègue psychologue, que moi, ça peut être la conseillère conjugale du CPEF de Bron avec qui nous travaillons en partenariat. Voilà, les choses ne sont pas écrites. Effectivement, quand on arrive dans ce groupe, l'idée, on parle de soi, mais pas forcément de sa vie. Voyez-vous, c'est un peu ce que Boris disait tout à l'heure, dans le partage de l'émotion, dans la verbalisation. Alors, quand on travaille, alors si vous voulez, moi, chaque atelier, nous le préparons évidemment en amont et on se sert de différents outils. Et les outils ne sont pas forcément les mêmes pour la même thématique pour les 2 groupes. Parce qu'on n'est pas sur le même niveau de verbalisation, on n'est pas sur la même façon de travailler, travailler entre guillemets. Je veux dire, par exemple, les résidents du foyer d'hébergement peuvent arriver eux-mêmes avec du matériel, une chanson, quelque chose qu'ils ont envie de partager en rapport avec la thématique, puisque la thématique est connue 1 semaine à l'avance. Ça peut être la lecture d'un article, ça peut être des quiz, ça peut être la mise en situation pratique, hein, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que, par exemple, la semaine dernière, il y avait une soirée en boîte de nuit. Et par exemple, dans le groupe du foyer de vie, certains résidents étaient en difficulté pour savoir, oui, mais alors on va rencontrer de nouvelles personnes et comment on fait? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on danse en sécurité avec quelqu'un? Voilà, c'est des exemples, hein, donc ça peut être des mises en situation pratiques, et notamment au niveau de la rencontre, hein, parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. C'est combien les résidents ont pu dire de manière très simple qui souffraient en fait de solitude, qui souffraient de ne pas pouvoir rencontrer l'autre. Et surtout, ils ne savaient pas vraiment comment est-ce qu'on faisait. Comment est-ce qu'on fait quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas? Et enfin, ce que je vous disais, l'échange mené et amené par le résident. Hein, parce que nous, on prévoit une thématique. Par exemple, la thématique de ce matin, c'était la sexualité de l'adulte, hein, puisqu'on a les 2 semaines précédentes, on a fait l'enfant, puis l'adolescent, et aujourd'hui, c'était l'adulte. Bon, nous, on prévoit
un apport, et bien sûr, on s'adapte. Et donc là, par exemple, ce matin, on n'a pas du tout fait ce qu'on avait prévu. Mais voilà, ça c'est qu'importe. Alors, dans quel but? Alors, c'est vrai qu'au départ, nous, à l'étape, on ne partait pas de zéro, hein, je vous en parlais par la suite, mais ce qui nous semblait important, c'est qu'on puisse partir sur un socle de connaissances communes. C'est-à-dire qu'on facilite la mise en mots avec les mots les plus adaptés, qu'on déstigmatise le vocabulaire en lien avec la vie affective et sexuelle, parce que, par exemple, dire zizi, c'est pas un gros mot, on peut en parler tranquillement. On peut parler des seins d'une femme, on peut, voilà, des choses aussi basiques. Mais si vous voulez, voilà, moi à l'infirmerie, j'étais assez, pas régulièrement, il ne faut pas non plus, voilà, des résidents pouvaient venir me voir pour me poser des questions. C'est quoi le trou de la pénétration, voilà, des choses. Voilà. Donc, petit à petit, moi, j'ai senti quand même qu'il fallait qu'on puisse. Voilà, un autre résident qui venait me voir, mais c'est quoi l'éjaculation précoce? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc, bon, je me suis un peu saisie de cette perche pour qu'on puisse parler ensemble de ce vocabulaire-là, puisque effectivement, en le dédramatisant, le déstigmatisant, ça permettait aussi de mettre des mots sur des questionnements et des inquiétudes, mais aussi du désir. Enfin, voilà, voilà. C'était important qu'on puisse en parler. Pour ça, voilà, bah là, vous avez, alors là, par exemple, vous avez le groupe du foyer de vie. Donc, voyons, on se réunit le mardi matin de 9h30 à 10h. Alors, c'est des groupes, comme vous le voyez, qui sont mixtes, qui sont ouverts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut venir à une séance et pas venir à l'autre. Ça veut dire que je ne vais pas, avec ma collègue psychologue, l'information est faite. Nous n'allons pas chercher les résidents. Hein, ils savent où on est, ils savent à quelle heure ça commence. Donc, c'est eux qui viennent à notre rencontre. Voilà, on a créé un rituel de début de séance, un rituel de fin de séance pour se féliciter de ce temps partagé. Hein, la règle du respect, du non-jugement, ça, par contre, c'est absolument primordial. Et nous ne laissons rien passer. Alors, ça a pu se produire peut-être sur la première, deuxième séance. Maintenant, voilà, c'est vraiment la règle est intégrée. Alors là, je vous ai mis une phrase mais que j'aime énormément. Enfin, c'est même pire que ça. C'est une phrase de Goethe et qui dit « Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être et vous les aiderez à devenir ce qu'ils peuvent être. » Eh bien, voyez-vous, moi, ça, c'est à la fois ma posture professionnelle et c'est d'autant plus ma posture dans ce groupe-là. Cette idée, effectivement, comme a pu le dire Marcel Nuss, cette idée de ne pas vivre en chose, cette idée de pouvoir effectivement considérer les résidents dans ce groupe-là, mais comme ailleurs, mais dans ce groupe-là, puisque c'est ce qui nous réunit ce soir, comme étant une personne qui a effectivement ce besoin de vivre. C'est facile à dire comme ça. Mais pourtant, de vivre dans toute sa complexité. Ça nous parle, ça. Et reconnaître cette complexité, c'est effectivement reconnaître que par moment, eh bien, effectivement, on est dans une impasse, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Moi, il y a des résidents qui viennent nous dire dans ce groupe, oui, mais nous, on rentre du travail, on ferme notre porte. Et là, tu nous parles de rencontre, mais il est où? On rencontre où l'autre? Comment ça se passe? Et moi, j'ai peur. J'ai peur. Et si l'autre qui vient devant moi me met sa main sur mon sein, comment je dois faire? Voilà. Donc, c'est toute cette... on va chercher toute cette matière, si vous voulez, dans ce groupe-là, et on s'en dépatouille. C'est-à-dire qu'on en parle ensemble. Et les résidents, Maurice, ça doit être la même chose pour toi, mais en tout cas, les résidents sont force de proposition les uns pour les autres. En disant, mais tu devrais faire comme si. Non, mais ça, c'est pas normal.
il faut que tu arrives à dire non. Comment est-ce qu'on peut dire non? Et on reparle du consentement. Là, je suis complètement d'accord avec Boris. C'est vraiment, on retombe très, très, très souvent sur ces problématiques de consentement, hein, où il raconte effectivement cette difficulté, une fois qu'on a passé la phase de la rencontre, voilà, le consentement. Hein, voilà. Donc, ce qu'on vous marque en dernier tiret, ce besoin d'ouvrir la porte, de laisser place à la discussion, hein, pour que les demandes, eh bien, effectivement, ils arrivent, hein, à expliquer ce dont ils ont besoin, et peu à peu, l'échange s'installe. Et donc maintenant, vous voyez, on a commencé au mois de mai, nous sommes au mois de décembre. Je suis... comment vous le dire simplement, je suis très heureuse. Voilà, c'est très simple ça. Je suis très heureuse de ces groupes parce que je vois déjà, nous voyons en termes institutionnels quelques bénéfices. En tout cas, ça se répercute. Dans ce groupe de travail, ce qu'on a essayé aussi de mettre en avant, c'est ce besoin d'être créatif pour accompagner, parce que dans notre structure, donc à l'étape, pour faire quelques mots d'histoire, il y avait déjà eu des choses, hein, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, mais il y avait des choses qui avaient été faites. Alors, ça avait été des groupes non mixtes et qui étaient animés par un médecin du CPEF, hein, donc qui a fait un gros apport en termes anatomie, contraception, risque, tout ça. Bon, ça, les résidents sont plutôt aguerris, hein, sur ces questions-là. Quand on a repris ce travail avec l'arrivée de la nouvelle direction, c'est vrai qu'on est reparti sur… on a changé un peu de cap, alors en lien avec tout ce que Boris vous a expliqué tout à l'heure, hein, à la fois le cadre législatif et puis aussi la volonté, la politique de la DAPI, effectivement d'avancer sur cette question-là. Donc, on a travaillé avec une conseillère conjugale du CPEF, de Vénissieux, hein, qui depuis n'est plus là parce qu'elle est partie à la retraite, mais on a donc fait 3 réunions où on s'est mis un peu tous les professionnels de proximité, hein, autour de la table pour voir aussi aplanir notre vécu en tant que professionnel, nos craintes, nos leviers, nos freins. Enfin voilà, essayer de faire un peu table rase de tout ça. Parce que, si vous voulez, la psycho et moi, toute seule, on ne pourrait pas faire grand-chose quand même. Hein. Donc, on avait effectivement besoin aussi que ce soit relayé par l'équipe éducative. Donc, voilà, on s'est réunis 3 fois. On est parti de situations, de ce qui nous posait problème, de ce qui nous gênait. Et peu à peu, voilà, on s'est orienté vers ce groupe de travail. Ces groupes de parole, pardon. Ces groupes de parole sont amenés à évoluer. Hein, là, on va faire les dernières séances jusqu'au mois fin décembre. Et puis, d'ici la fin d'année, bon, on a le début d'année prochaine, on a plusieurs idées. On travaille avec ma collègue sur l'idée de la pérédance, parce qu'il nous semble effectivement qu'on a des résidents qui pourraient être aussi moteurs pour certains de leurs collègues. Qui sont pas encore revenus à notre groupe, mais qui en même temps sont pas très loin, mais qui pour l'instant ne rentrent pas. Voilà, donc ça c'est une… Et puis l'autre idée qu'on a pour l'instant aussi, c'est de rendre accessible alors des bouquins. Bon, jamais celui-ci parce que tout le monde le connaît, mais ça peut en être d'autres. Alors pour les rendre accessibles, pour nos résidents qui ne sont pas lecteurs, on avait l'idée de les enregistrer et de leur prêter, hein, le bouquin et l'enregistrement pour qu'ils puissent effectivement, dans leur intimité, prendre connaissance de ces livres. Voilà. Bon, là, je vous ai mis quelques questionnements. On en reparlera, j'espère, tout à l'heure. Et puis, bon, là, j'espérais un peu solliciter une réponse de votre part, un peu provocatrice, mais bon, qui est le propriétaire du désir de la personne en situation de handicap? Est-ce vraiment une question?
Pour le coup, je prends la suite. Merci Christelle. Alors, moi, je vais vous présenter maintenant l'expérience qui a été et qui continue d'ailleurs à se passer au niveau de la résidence plurielle. Alors, il a bien fallu trouver un point de départ et en remontant un petit peu, en discutant un petit peu avec Carole, qui est ma collègue avec qui on a construit ce projet-là autour des ateliers de l'amour. Tout a commencé a priori début 2020. Alors même s'il y a certainement eu des discussions, des débats qui avaient été déjà plus ou moins officieux ou informels, en tous les cas, dès début 2020, il y a eu des débats avec des projections de petits films et qui ont pu être donc projetés à la résidence et à partir desquels les personnes ont pu s'exprimer, débattre, poser des questions. En fait, toutes ces questions-là, elles étaient sous-jacentes. Et on l'a bien vu assez rapidement parce que derrière, lorsque l'ADAPI nous a proposé, Carole et moi, de participer à la commission éthique handicap pour discuter de la charte, on a bien vu que lorsqu'on a proposé à certaines personnes de la résidence et du SAVS d'y participer, d'en faire lecture et d'en dire quelque chose pour ensuite, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire la simplifier afin qu'elle soit présentée dans les différents établissements et services de l'ADAPI, on voit bien que c'est une thématique, c'est une question qui est bien réelle, qui est bien là et pour laquelle un grand nombre de personnes que nous accompagnons sont sensibles et sont impliquées. Finalement, on a bien vu qu'il y avait beaucoup de questions qui se jouaient. Effectivement, la question de la différence liée au handicap, visible ou non, la question du consentement, la question du couple, la question du désir, la question de comment on fait pour draguer, comment je gère mes émotions, comment je fais quand je suis stressé. Voilà, toutes ces questions-là, elles se sont posées et la première étape, ça a été réellement de recenser un petit peu toutes ces thématiques-là et d'en faire quelque chose. Pour en faire quelque chose, dans un premier temps, on a fait appel un petit peu comme ce que vous a présenté Christelle à l'étape, c'est qu'on a autour de nous, et c'est ce que disait la circulaire, des réseaux, des dispositifs qui sont aussi spécialisés dans ces questions-là. Donc, on a travaillé dans un premier temps avec une conseillère conjugale du planning familial qui a permis de nous proposer une structuration de ces groupes de réflexion et de parole autour des questions vie affective, de vie amoureuse et de sexualité. Et donc, on a pu à peu près tous les mois avoir un groupe, alors qui n'était pas fermé, et qui a pu venir s'exprimer sur toutes ces thématiques-là, ces questionnements-là, et avec une professionnelle qui a pu aller de bout en bout discuter de toutes ces thématiques. Au bout d'un moment, bon, on a bien vu que, alors non pas que les choses s'essoufflaient, mais qu'il y avait besoin qu'on puisse penser les choses, donner un nouvel élan. Et là, on a eu la chance d'avoir un contact avec la Compagnie du Savon Noir, qui est une compagnie de théâtre de Grenoble et qui proposait les ateliers de l'amour. Les ateliers de l'amour, alors, à y regarder de plus près, c'est quand même très singulier. Parce que dans un premier temps, c'est déjà un dispositif expérimental. Il est expérimental et surtout, il a vocation à pouvoir être pérenne et à pouvoir se diffuser, même l'idée de pouvoir se diffuser dans tous les pays francophones. Donc là, nous, on est dans une première phase d'expérimentation et on a la double casquette à la fois de pouvoir apprendre, faire l'acquisition de connaissances singulières, particulières autour de ces notions-là de vie affective sexuelle, vie de couple, mais aussi de pouvoir se dire si ce genre de dispositif-là, il est viable et s'il est opérant. Donc, c'est pour ça qu'en fait, en même temps que l'on travaille avec deux intervenantes de la Compagnie du Savon Noir, on travaille aussi avec l'Observatoire régional de la santé qui vient qui vient faire des évaluations, qui vient aussi poser des questions aux différentes personnes qui y participent, et ce qui va nous permettre dans 2 ans, enfin dans 1 an et demi maintenant, d'avoir une réponse un petit peu plus claire à est-ce que c'est un dispositif qui est intéressant et qui a vocation à être pérennisé. Alors ça, c'est pour la partie un petit peu structuration du dispositif, mais finalement, qu'est-ce qu'on y fait dedans? L'idée, c'est de pouvoir utiliser des outils du théâtre pour pouvoir discuter de ces notions de vie affective et de sexualité. Pour le coup,
c'est quoi les ateliers de l'amour? C'est la chance de pouvoir s'ouvrir sur une vie intime, affective et sexuelle sécurisée, épanouissante. C'est la possibilité, par des exercices, de renforcer la confiance en soi. Donc, c'est en ça que la question du théâtre est importante. C'est aussi l'apprentissage sur le consentement qui est aussi extrêmement important et on a sans cesse, on l'a rappelé ce soir. C'est savoir dire oui, savoir dire non. C'est savoir aussi que le consentement, c'est quelque chose qui se doit d'être répété et qui est contextualisé à chaque fois. C'est aussi des moments de bien-être, c'est aussi prendre soin de son corps et de sa santé qui va de pair avec la question de l'estime de soi. C'est aussi une méthode pour connaître ses droits, se sentir responsable et développer sa citoyenneté. On en revient à la première phase de ce webinaire qui est effectivement le cadre légal et de vraiment, réellement pouvoir vivre en pleine citoyenneté autour de ces questions-là. C'est effectivement passer de bons moments parce que pour le coup, peut-être que si Christine est encore là, elle pourrait vous en parler. C'est un moment où réellement on rigole et on peut échanger des choses tout à fait singulières. L'idée n'est pas de partager sa propre vie sexuelle parce que ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment de faire l'acquisition de données de base, de connaissances de base autour de ces questions-là et de pouvoir s'approprier son propre corps aussi. Donc, c'est aussi une pratique culturelle, théâtrale et de création qui invite à plusieurs reprises, là, durant les 2 prochaines années, à plusieurs restitutions. Alors, dans un premier temps, qui vont être tournées vers les autres résidents et autres personnes accompagnées par la résidence plurielle et les professionnels. Parce que là où c'est extrêmement important, c'est que finalement, sans le reste de l'institution, sans l'équipe éducative, sans les autres personnes qui vivent dans la résidence, ce dispositif-là, il n'a aucun intérêt. Alors, les personnes qui y participent, je pense qu'elles apprennent beaucoup de choses. C'est même pas que je pense, c'est que j'en suis convaincu. Mais derrière, il y a aussi l'idée de pouvoir diffuser dans l'établissement toutes ces connaissances-là. Et ça va passer déjà par ce mardi prochain, par une première restitution où les personnes vont pouvoir présenter en partie ce qu'elles ont pu apprendre. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que les notions, ces thématiques-là de vie affective et sexuelle, elles se doivent d'être portées par l'institution. Elles ne peuvent pas être portées par une ou deux personnes ou par un petit groupe de personnes. Elles se doivent d'être portées par l'institution et plus largement, par la suite, elles se devra d'être portées aussi par l'association, mais aussi par les parents, parce que c'est des notions qui sont extrêmement importantes et qu'on ne peut pas laisser de côté en rappelant uniquement du côté du risque ou alors de la vulnérabilité qui n'est là que supposée en fait. Donc, c'est organisé d'une manière assez conséquente parce que pour le coup, on se retrouve tous les 15 jours pendant 1h30. On a 7 thématiques qu'on va travailler pendant les 2 prochaines années parce que c'est quand même un dispositif, c'est quand même une expérience sur 2 ans sur lesquelles les personnes s'engagent réellement parce qu'elles ont même signé un contrat. Donc, en fait, il y a vraiment cette forme aussi d'engagement qui est extrêmement importante. Les différents modules qui vont être travaillés, qui vont pouvoir être discutés. Le premier qu'on est en train d'achever, qui est un module sur le corps. Le deuxième, ce sera sur la rencontre et la séduction. Le troisième, ce sera sur la question des tiers, c'est-à-dire identification des personnes aux dispositifs ressources. La question du désir amoureux, la question de la sexualité heureuse et responsable. On en parlait tout à l'heure du droit fondamental à la santé sexuelle et sur un versant positif, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il nous faut penser les choses autour de l'éducation à la sexualité et réellement, là, on est vraiment dans ce travail-là. Il y a la question, donc dans une sixième thématique, pardon, la question du consentement et des violences. Alors, pourquoi les lier? Parce que pour le coup, on se rend bien compte que cette notion de consentement est beaucoup chez les personnes en situation de handicap peuvent souffrir d'agression, de harcèlement, parce que justement, il y a cette notion de consentement qui n'est pas intégrée. Et ensuite, il y aura aussi la possibilité aux personnes de pouvoir faire leur propre choix sur une dernière thématique qui seront là à choisir et à discuter. Ce qui est intéressant dans cette vie cette vie de groupe dans les ateliers de l'amour, c'est que les personnes sont réellement partie prenante du dispositif, mais ce n'est pas un vœu pieux, c'est-à-dire que vraiment, il y a la première partie, ça a été réellement de créer nos propres règles de fonctionnement
qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, comment on veut le faire et comment on peut aussi travailler sur ces notions de confidentialité qui sont extrêmement importantes et qui vont préserver le groupe parce que sans confiance, sans alliance, la préservation du groupe, elle n'aurait pas lieu. Donc en fait, réellement, on est dans cette dimension-là que c'est un groupe, c'est quelque chose qui n'est pas un vase, qui ne fonctionne pas en vase clos, mais qui se protège et qui se donne et qui s'est doté d'un certain nombre de règles extrêmement importantes. Donc là, vous avez les différents visuels qu'on utilise, donc la Compagnie du Savon Noir, l'ORS, les ateliers de l'amour. Alors, je vais conclure j'avais le plaisir d'accompagner une personne qui s'appelle Aurélien et qui avait pu, lors de l'AG de juin dernier, l'Assemblée générale de l'ADAPI, avait pu présenter un petit peu la question des ateliers de l'amour. Et je vais vous donner un peu la conclusion de ce qu'il avait pu dire à cet avis. Moi, elle me semble extrêmement intéressante et puis en même temps, elle apporte une vraie richesse. Il disait en substance, en conclusion, je veux dire une chose très importante pour moi, j'ai le droit à ma sexualité et vive l'amour. Voilà les mots de conclusion qu'Aurélien nous propose. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez nous faire un commentaire sur ce qu'on vient de vous présenter? Alors, je vais essayer. Alors, je vais essayer de vous passer un extrait de la vidéo. Est-ce que vous voyez et vous entendez? On voit, mais on n'entend pas. Ok, alors je vais commenter l'image peut-être, c'est pas grave si on n'entend pas. C'est un reportage qui a été fait sur un IME qui a mis en place toute une politique d'accompagnement à la vie affective et sexuelle et qui permet aux personnes en situation de handicap accompagnées, donc aux enfants, aux jeunes, mineurs, ce qui demande un accompagnement en particulier du coup, de travailler sur la notion de consentement, de comment on peut avoir une vie intime, affective et sexuelle qui soit respectueuse de ses choix, de sa compréhension et de ses droits. Voilà, donc c'était aussi pour vous montrer qu'il y a quelque chose de très important sur la communication adaptée par rapport à la compréhension du consentement et de comment on accompagne les personnes. Voilà, donc ici, on a une psychologue et une infirmière qui accompagnent une jeune qui est en couple à un jeune, donc un jeune puis une jeune, qui sont en couple à comprendre ce qu'ils souhaitent réaliser ou non, donc à l'aide de pictogrammes. Il y a tous les pictogrammes qui sont proposés pour comprendre ce qui peut être réalisé dans le cadre d'un rapport sexuel. Donc, par exemple, que ce soit des choses de l'ordre du câlin ou des choses plus précises, comme vous le voyez sur les différentes images. Et l'idée, c'est de les amener à réfléchir à ce qu'ils souhaitent ou non, à comprendre quelles sont les différentes possibilités, enfin, quelles sont les différentes choses qui peuvent se présenter à elles, et en avoir une connaissance suffisante et un niveau d'information suffisant pour être en capacité tout simplement de dire oui ou de dire non. Voilà, donc c'est tout un accompagnement qui est intéressant et cette dimension de la communication dans l'accompagnement à la vie affective et sexuelle, elle est nécessaire du coup, donc de communication adaptée pour rendre accessible aux personnes. Et aussi dans le cadre de l'autodétermination, plus on permet aux personnes de s'exprimer, de comprendre avec des moyens adaptés, plus on leur permet d'avoir une décision libre et éclairée. Voilà. Donc là, voilà, vous avez les différents exemples. Donc la psychologue et l'infirmière reprennent avec la personne ce qui est voilà, les différents actes possibles de la vie sexuelle, avec simplement l'idée qu'elle puisse le comprendre et qu'elle puisse savoir qu'elle peut dire oui ou non à tout ce qui est possible. Alors, je complète un tout petit peu parce que juste rajouter par rapport à ce que dit Marine, c'est qu'il y a aussi dans la petite vidéo, alors il y aura le lien certainement qui sera proposé, plus d'autres ressources qu'on mettra à disposition pour toutes les personnes qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin.
c'est aussi voir dans la notion de pouvoir d'agir, de voir avec alors cette jeune, qu'est-ce qu'elle pourrait faire si jamais son consentement ne serait pas entendu. Si jamais elle dit non et qu'elle a affaire à quelqu'un qui la pousserait ou qui lui demanderait des faveurs ou qui n'entendrait pas son consentement. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que là, cette jeune peut dire réellement que si jamais elle n'est plus d'accord ou qu'elle n'a pas envie ou qu'elle voit que le compagnon ou la personne avec qui elle est veut la forcer, eh ben, elle va pouvoir dire qu'elle peut s'en aller, le pousser, appeler à l'aide, essayer de trouver quelqu'un avec qui en parler. Et c'est aussi cette notion-là dans le consentement qui est extrêmement important. Oui, et moi j'en profite aussi pour dire, ce qui est intéressant dans cette vidéo, et c'est un peu aussi pour ça qu'on l'a choisi, c'est que ça se passe dans un IME. Moi je reste aussi persuadée que plus on parle jeune de sexualité, et plus, si vous voulez, on en parlait tout à l'heure, le vocabulaire est dédramatisé, qu'il n'est pas question, bien sûr, d'en parler partout, tout le temps, c'est pas du tout ce qu'on vient vous dire ce soir, mais effectivement, moi je constate aujourd'hui que certains adultes n'arrivent pas à prononcer un mot concernant tout le vocabulaire, et pourtant il est large, vous voyez, mais voilà, c'est casser un peu cette sorte de tabou, et voilà, c'est pour ça qu'on a choisi aussi cette vidéo qui se passe en IM. Et pour compléter également, il y a aussi une notion qui est assez importante dans cette vidéo et qui est très intéressante, c'est le fait qu'on pense souvent à enseigner le consentement, à comment l'exprimer, ce qui est nécessaire, c'est fondamental. Et dans l'éducation, dès le plus jeune âge, il y a aussi le fait d'apprendre à comprendre le consentement de l'autre. C'est pas uniquement le fait de savoir dire oui ou non, c'est savoir interpréter non seulement les signaux verbaux, donc le oui et le non, mais aussi l'expression corporelle, la posture, comment on s'assure que la personne est consentante aussi. Et le consentement, ce qui est intéressant, et ça rejoint ce que disait Christelle, c'est que ça se travaille dès le plus jeune âge, et ça se travaille dès le plus jeune âge au travers de notions très larges. C'est pas uniquement le consentement, c'est pas uniquement dans le cadre de la vie intime, affective et sexuelle, c'est aussi dans les décisions de tous les jours, de comment on accompagne son enfant à prendre des décisions, à savoir être maître de son corps, de ses émotions, à apprendre à se respecter et à respecter l'autre. Donc, c'est pas uniquement à l'adolescence qu'on apprend le consentement, c'est finalement tout au long de la vie, et comment on apprend à fixer les propres limites de son corps et comment on respecte dès le plus jeune âge les souhaits de chaque personne, finalement. Si tu peux me permettre, Marine, c'est aussi lui permettre d'être acteur. C'est lui permettre d'être acteur, mais dans le sens pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de petit choix. Choisir son pull, choisir ta place à table, choisir de ne pas aimer la pomme qui m'est servie à midi, c'est un début de consentement, c'est un début de prise de position et d'autodétermination. Et ça, vous en parlerez plus largement la semaine prochaine. Mais voilà, moi, on en a encore parlé ce matin et je ne fais qu'encourager les résidents adultes, puisqu'on s'est rappelé ça ce matin autour de la table, voilà, qu'on a cette… on doit faire ses choix. On peut faire ses choix. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des commentaires sur cette notion de consentement? On sait que c'est souvent une inquiétude des parents, des proches aidants, parce que c'est très lié à la sécurité de la personne, finalement. C'est très lié à tout ce qui est crainte qu'on peut avoir, que la personne soit en capacité de se défendre, de dire non, d'être en sécurité dans les relations. Est-ce que ça vous inspire des commentaires, des retours, des questionnements? Vous pouvez aussi les écrire dans le chat si vous… Moi, je trouve ça très bien, mais effectivement, en tant que parent, comment quelque part accompagner aussi les parents dans ces démarches-là et dès le plus jeune âge, ou en tout cas à l'adolescence, ou voire même peut-être la préadolescence. Nous, on a déjà commencé avec notre fils, mais c'est vrai que ça nous interroge. Alors, pour le coup, je comprends parfaitement que ça puisse vous questionner. Il est vrai que l'éducation à la sexualité, elle doit se faire dès le plus jeune âge.
Alors, ce n'est pas la sexualité en tant que telle, mais c'est aussi toutes les notions de c'est quoi mon corps, quelle appropriation j'en fais, comment je peux dire oui, comment je peux dire non, comment je peux trouver des ressources pour ne pas me retrouver en difficulté et trouver des personnes qui pourraient m'apporter un refuge. C'est aussi toutes ces notions-là. La notion d'intimité. La notion d'intimité, bien sûr. C'est aussi dans comment on aide un enfant dès le plus jeune âge à s'approprier son corps. Il y a des exemples tout simples, mais est-ce qu'on est obligé de forcer un enfant à faire la bise s'il n'en a pas envie, par exemple? Est-ce que se dire bonjour à l'oral n'est pas suffisant si la personne n'a pas envie? C'est dans des actes très simples de la vie quotidienne on respecte le corps de l'enfant dès le plus jeune âge et le fait qu'il soit à lui, du coup. Ça passe tout simplement par le fait de le prévenir aussi, enfin, voilà, des choses comme ça, quand on va réaliser un acte, mais comme on le fait finalement en établissement avec les personnes en situation de handicap ou quand on le fait comme on le fait dans le soin, de toujours veiller à prévenir la personne qu'on va réaliser un acte sur son corps, des choses comme ça. Voilà. Bon, après, moi, on est dans cet accompagnement, effectivement, chez les enfants, les adolescents, j'allais dire, il faut ouvrir la porte. Il faut ouvrir la porte et à partir, il me semble qu'une fois la porte ouverte, les questions ou les interrogations des ados arrivent. Alors, certainement pas les concernant, mais concernant quelqu'un qui connaît, qui a, voyez, des choses comme ça. Moi, je crois vraiment que là aussi, c'est une histoire de rencontre, quoi. Et je vous le disais tout à l'heure, moi, je vous ai montré ce livre-là, mais il y en a beaucoup. On peut vraiment médiatiser en laissant traîner un bouquin quelque part ou en parlant d'un spot, même d'une publicité. Enfin, je veux dire, tout est sujet pour entrer dans cette éducation-là. Et effectivement, je pense, il me semble, hein, comme ça de manière intuitive, que chez les enfants et les adolescents, c'est tout le travail autour des émotions. Ouais. Voilà, qui me semble effectivement, parce que moi, aujourd'hui, dans l'accompagnement des adultes, je constate cette difficulté pour eux à mettre des mots sur les émotions qu'ils ressentent. Hein, ça, c'est effectivement, et je pense que c'est quelque chose, plus on commence en amont, non pas que ça n'a pas été fait, hein, je ne sais pas ce que je veux dire, hein, je pense que ça a été fait aussi, mais voilà, on a peut-être au jour d'aujourd'hui plus de communication adaptée, on a peut-être plus d'outils. Bon, voilà. Et même nous, en tant que professionnels, on est aussi plus aguerris sur ces questions-là. Hein, il faut se dire les choses, on y travaille en tout cas. Sur la question des émotions, c'est effectivement savoir cerner ses propres émotions, mais c'est aussi pouvoir reconnaître chez l'autre ses émotions. C'est aussi tout le travail relationnel qui se joue dans cette éducation-là. Alors, quand on parle d'éducation à la sexualité, ce n'est pas de l'éducation sexuelle. Ah non. Hein, c'est bien question et adaptée à l'âge de la personne sur la question du corps, de la connaissance de soi-même. Et ce qui vient aussi renforcer la confiance en soi, qui vient renforcer aussi l'estime de soi et qui nous permet par la suite de pouvoir faire des choix beaucoup plus affirmés et de pouvoir réellement vivre, comment dire, pleinement avec un consentement qu'on peut donner ou qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas donner. Voilà. Et je pense que ça, c'est des notions qui doivent s'intégrer le plus tôt possible. D'ailleurs, dans l'éducation nationale, il y a dès la primaire, dès la maternelle, même des fois, des notions d'éducation à la sexualité qui sont déjà mises en place. Alors, encore une fois, très adaptées à l'âge et même au développement psychosocial des personnes et des enfants. Mais on a déjà cette idée-là de se dire que finalement, ça passe par l'éducation. Et cette éducation-là, elle est essentielle. Mais je crois que déjà, si on sensibilise et on informe et on forme à l'intimité, à la pudeur, déjà au respect, on a déjà un bon corpus.
le consentement, le choix, tout ça. Enfin, je veux dire, déjà, c'est déjà énorme. Enfin, ça me semble déjà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que mon fils était parti en voyage adapté avec 3 copains là, cet été. Ils dormaient tous les 3 dans la même chambre. Et il y a un de ses amis donc, qui a fait des attouchements à un des copains et à mon fils également. Et en effet, il a su réagir et dire les choses et interpeller les moniteurs, expliquer ce qui s'était passé et tout. Et moi, on n'avait jamais vécu ça, ni moi en tant que parent. Enfin voilà. Donc, on s'est retrouvés dans une situation inconnue pour moi, et voilà, qui a été très bien gérée au niveau du centre, puisque ce jeune a été renvoyé chez ses parents qui étaient dans le déni, en disant que bon, ils étaient entre jeunes, que c'était pas si grave que ça. Donc, il y a aussi les parents, en effet. Il y a des parents qui disent que bon, voilà, ils sont handicapés, donc des fois ils font des choses. Voilà, il faut faire comme si de rien n'était. En fait, c'est ce qu'on a bien ressenti, quoi. Et comme mon fils était intervenu et tout, donc on a fait une main courante, on est allé jusqu'au bout de ce qui s'était passé pour que lui, vu comme il avait réagi, il soit considéré et que, voilà, que ce qu'il avait fait soit acté. Il a su le dire, il était à gendarmerie, il a su dire ce qui s'était passé et il est allé jusqu'au bout, il n'a rien changé de son témoignage. Et par contre, oui, les parents, c'est compliqué aussi au niveau des parents du jeune qui a fait ça. Il y a tout un travail à faire aussi du côté des parents. Vous pouvez nous aider, vous pouvez faire plein de choses pour les résidents, voilà, mais les parents, il faut aussi qu'ils acceptent que voilà, il s'est passé ça et que voilà, donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail avec les éducateurs, avec tout le monde, parler, communiquer, voilà. Exactement. C'est très important. Ouais. Merci pour votre témoignage. Effectivement, moi, je crois qu'on est sur cette question-là et sur tant d'autres. Nous sommes ensemble. Effectivement, comme vous pouvez le raconter, la situation qu'a vécu votre fils cet été, la gestion qui a pu en être faite, c'est aussi parce que ces gestions de situation sont faites comme vous le décrivez, que l'on garantit la personne en situation de handicap comme étant une personne à part entière. Voilà. Il n'y a pas de sous-problème, il n'y a pas de sous-attouchement, il n'y a pas de sous... Ouais, c'est ça. Il y a des conduites, il y a des conduites autorisées et des conduites qui ne le sont pas. C'est tout. Ouais. Exactement. Bon, après, effectivement, moi, quand je ne suis pas infirmière à l'étape, je suis maman. Et je comprends bien la difficulté. Et voilà, en tant que parent, de toute façon, notre enfant, c'est notre gamin, pour le dire assez simplement. Et on a toujours cette crainte, hein, ce souci pour lui. Voilà. Mais il n'empêche que c'est en communiquant, en échangeant, qu'on peut voir la même situation sous un autre prisme. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir. Bon, voilà, nous, on n'a pas le monopole hein, dans nos institutions, surtout pas. Hein, c'est parce qu'on fait partie de nos institutions respectives, dans des équipes, qu'on en échange, qu'on construit des outils, qu'on nourrit, qu'on va faire évoluer nos pratiques. Et puis surtout, que les personnes accueillies acquièrent effectivement petit à petit en tout cas un vocabulaire adapté sur des connaissances qu'ils ont, hein, parce que là aussi il faut qu'on enlève nos œillères. C'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il ne se passe rien, c'est même le contraire. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les institutions, mais aussi ailleurs, dans les centres d'accueil de jour, dans les étapes, voilà. Et il se passe des choses merveilleuses. Et avec Internet aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont connues et qui malheureusement ne sont pas de la réalité. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait partie des apprentissages, de l'information, de la discussion qu'il peut y avoir.
quelqu'un qui a la sensation qu'en voyant une scène pornographique, c'est la réalité, premièrement, je trouve que ça peut être destructeur parce que ça peut avoir une image, donner une image de soi-même dévalorisée, mais c'est surtout faire la démonstration que c'est de la fiction, que c'est pas la vraie vie. Et tout ça, c'est des choses qui sont très, très importantes à discuter dès aujourd'hui, je crois, un enfant en moyenne à 13 ans, il est devant une image pornographique. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on déconstruise un petit peu cette dimension-là dès le plus jeune âge. Et ça va encore plus loin, parce que pour le coup, on a des personnes aujourd'hui qui sont majeures, adultes, et pour lesquelles il faut aussi discuter de ces questions-là, parce qu'il en va aussi de sa propre image, ou en tout cas la propre image qu'on peut se faire de soi-même, de ses compétences, de ses capacités. Et ça, c'est des choses qui sont aussi importantes. De la même manière, pardon, excusez-moi, allez-y, je vous en prie. Échanger, faire de l'information ou regarder des vidéos, moi je trouve ça très bien. Pour autant, pour une certaine partie de la population, ça peut rester encore très conceptuel. Je sais que par exemple pour mon fils, lui, il n'ancre les informations que quand ça devient pratico-pratique et qu'il les vit véritablement de manière kinesthésique. Hein, et c'est vrai que l'idée du théâtre, moi, m'a bien plu. C'est-à-dire qu'effectivement, pouvoir mettre en scène, mais que les jeunes ou adultes d'ailleurs soient mis en scène dans des scénettes de théâtre et de vie concrète, je trouverais ça formidable parce que je pense qu'il ancrerait mieux ce que ça veut dire. Ben, alors oui, pour le coup, là, dans l'expérience que l'on a avec la Compagnie du Cerveau Noir et donc les ateliers de l'amour, alors c'est pas nécessairement des scènes qui sont concrètes. On utilise le théâtre ou des outils du théâtre pour arriver à pouvoir faire, à exprimer, à pouvoir parler de sexualité et faire l'acquisition de connaissances. Après, il y a beaucoup d'outils avec lesquels on peut travailler et qui peuvent apporter un soutien majeur. Parce que le média peut être les films, que ça peut être des visuels, des images, ou même là on voit des poupées à l'image, tout ça c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes comme outils pédagogiques. Et effectivement, il faut de toute façon dans chaque établissement, dans chaque service, il faut qu'on puisse partir de là où en sont les personnes. C'est-à-dire que l'idée c'est, excusez-moi du terme, mais c'est pas du bourrage de crâne. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas du savoir pour du savoir. Il faut que ce savoir-là, il soit incarné. Ça veut dire que ce savoir-là, il faut que les personnes puissent en faire quelque chose et qu'ils puissent le reproduire, ou en tous les cas, s'en servir si nécessaire dans des situations données. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de consentement renouvelé et contextualisé. C'est que il sera peut-être pas vécu, ou en tout cas, il sera pas peut-être incarné de la même manière à tel endroit ou à tel autre, avec telle personne, avec telle autre. C'est aussi toutes ces questions-là qu'il faut accompagner, discuter. Et l'éducation à la sexualité se donne un petit peu ça comme objectif. Oui, et puis je vous rejoins tout à fait, hein, madame, sur effectivement, moi je suis très intéressée aussi par la présentation qu'a fait Boris. Et en même temps, par exemple, nous sur la thématique, la rencontre, hein, parce que j'y reviens souvent, et l'une autre qui m'a beaucoup marqué, c'est quoi aimer. Voilà, un soir, on s'est réunis, on s'est dit c'est quoi aimer. Et on a un résident qui est arrivé avec la chanson de Céline Dion, D'amour ou d'amitié. Et il fait écouter toute cette chanson. Et puis, finalement, après, dans le groupe, il nous dit, mais c'est quoi la différence? Comment est-ce qu'on sait alors, effectivement, je comprends bien ce que vous parlez du pratico-pratique, mais lui, à ce moment-là, il était dans son pratico-pratique. Il est arrivé avec sa situation, sa problématique, si vous voulez. Voilà. Bon, alors, là, par exemple, quand on va aborder des thématiques plus pratico-pratiques, tout ce qui est contraception et tout, on va utiliser d'autres outils. Mais moi, c'est vrai que, après, c'est la manière dont on anime et que la manière dont le groupe avance, donc pas étant dynamique, pas le fait d'avancer, c'est pas le problème, c'est pas le sujet, mais on s'adapte, j'allais dire presque en temps réel.
Effectivement, si à ce moment-là, moi, au départ, on est tous assis, mais si on se dit à un moment donné, bon, bah là, on est sur effectivement la posture. Comment est-ce que je me posture pour dire à quelqu'un que je ne suis pas d'accord? Comment je fais? Comment je le repousse? Est-ce que là, je suis violent? Parce que c'est ça la question. Hein. Sur les rencontres virtuelles, qui a été notre thème il y a un mois, voilà, les résidents disent, mais Christelle, c'est très facile, regarde, je prends mon truc, je clique sur le bouton, là, et je peux rencontrer des gens, parce que sinon, je ne sais pas faire. Bon, voilà. Mais moi aussi, hein, effectivement, le théâtre est très intéressant, c'est net, c'est très intéressant. Bon, voilà. Mais j'allais le dire un peu avec humour, quelquefois, dans nos groupes, on fait un peu de théâtre aussi, voyez-vous. Alors, beaucoup moins, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez mettre en scène, évidemment. Mais voilà, avec ma collègue psychologue, par moment, effectivement, on crée des situations pour leur dire, bon, et là, comment on peut faire? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres on avait pensé à des grands questionnements qui ressortent, nous, au niveau des préoccupations des personnes accompagnées, des grandes questions qu'on a relevées en lien avec les professionnels. On vous en a mis une petite partie ici. Est-ce qu'il y a certains de ces thèmes que vous souhaiteriez aborder, apporter des retours d'expérience, des inquiétudes, partager votre expérience avec d'autres proches, réfléchir à des idées d'accompagnement comme on a pu le faire depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un de ces thèmes dont vous souhaitez parler plus particulièrement pour bientôt conclure du coup ce webinaire? Moi, j'ai mon fils, il me demande tout le temps comment faire des rencontres, quelle place pour les rencontres virtuelles. Il dit il y a des sites de rencontres où je peux m'inscrire. Voilà. Ça, vraiment, je suis totalement d'accord avec vous. Hein. C'est vraiment, et je pense que moi, je n'avais pas mesuré, hein, honnêtement. Je n'avais pas mesuré finalement cette solitude. Ouais. Et je crois qu'on est tous en train un peu d'en prendre conscience dans nos établissements, puisqu'on voit s'initier la boîte de nuit qu'elle a eu lieu la semaine dernière. Nous-mêmes, à l'Étape, on a organisé un après-midi thé dansant, voilà, parce qu'on sent qu'effectivement, ce qu'on avait mal évalué, peut-être, c'est ce sentiment, effectivement, d'être seul, et en tout cas, cette difficulté de la rencontre. Bon, alors, pour terminer, moi, ce que j'en pense aussi, je me dis que finalement, dans nos établissements, on vit un peu en vase clos, entre guillemets, et ce n'est pas péjoratif de le dire ainsi, mais on a un fonctionnement effectivement assez ritualisé, et donc je pense qu'il faut, et on en prend conscience, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Voilà, il faut s'ouvrir. Bon, c'est aussi pour ça que ces ateliers sont intéressants, c'est qu'effectivement, bon, l'ouverture crée parfois un peu des angoisses et tout. Donc, bon, voilà. Mais effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. Vraiment, la nécessité, ils ont besoin, et ils l'expriment très clairement, de rencontrer des personnes. Et moi-même, dans les groupes, ils disent des nouvelles personnes. Parce qu'il y a des personnes qui vivent ensemble depuis de nombreuses années. Enfin, je veux dire… Et hors institution. Ouais, en plus, ça fait de la peine. Moi, genre, mon fils, il me dit, j'aimerais bien me promener dans la rue avec une fille, lui tenir la main, enfin des choses. Ça nous paraît tellement simple et compliqué pour eux que c'est vrai que ça fait mal au cœur. Hein. Mais c'est vrai que c'est une question qui est loin d'être évidente. Et puis en plus, on est amené aujourd'hui à vivre avec les progrès techniques. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent numériques. Et c'est quelque chose qu'il faut accompagner parce qu'on sait aussi les possibles dangers qui peuvent exister avec ces outils-là. Mais je crois qu'effectivement, c'est aussi une question d'apprentissage. C'est-à-dire que comment on fait des rencontres, c'est aussi avoir peut-être… pouvoir profiter d'un certain nombre de dispositifs ou de lieux ressources qui existent. Là, il y a eu la boîte de nuit. Ça, c'est des choses voilà, qui s'ouvrent aujourd'hui, qui sont en train de se créer et qui, à mon avis, vont prospérer et qui vont permettre d'ouvrir là plus largement la capacité à faire des rencontres. Mais en amont, il y a vraiment l'idée de se dire, mais comment on fait pour rencontrer quelqu'un et comment ça se passe et qu'est-ce que je dois dire, comment je peux me positionner.
Et tout ça, c'est vrai que il n'y a pas de réponse toute faite, c'est assez compliqué. Mais en tous les cas, je pense que c'est aussi dans l'expérimentation que ça se joue. Alors, on a des questions qui arrivent et on vous en remercie. La première, bonsoir, comment peut-on savoir si notre adulte comprend vraiment les mots concernant la sexualité et comment les parents peuvent leur en parler? Bon, alors écoutez, en termes de compréhension, moi, je serais. Ça se vérifie. Ça se vérifie dans le sens où je ne sais pas si on parle. Moi, là, j'utilise un support pour vérifier. Ouais. C'est les outils, c'est les supports. Et comment les parents peuvent leur en parler? Bon, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, l'appareil, il faut utiliser un outil. Hein, on n'en parle pas de but en blanc. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pense. Bon, ce soir, on va parler. Non, on utilise un bouquin très simple, une histoire. Ah bah, cette histoire parle de la rencontre, cette histoire, et ça peut même être complètement, ça peut nous paraître en dehors des clous, et finalement, tout parle de la relation à l'autre, tout parle de l'intime. Il suffit effectivement de commenter un outil. Alors après, bon, on vous a présenté, il y en a quelques-uns ici, hein, mais il y en a tellement d'autres. Moi, j'allais dire, c'est vous, parents, qui connaissez les mieux vos enfants et vous savez effectivement, si d'ailleurs vous pouvez lui en parler parce que peut-être votre enfant n'acceptera pas que ce soit vous. Hein, et dans ce cas-là, ça aussi, je veux dire, c'est reconnaître aussi son individualité que de se dire, bon, peut-être que la personne ressource, eh bien, c'est pas moi. Et que vous, en tant que parent, ne pas lui en parler, c'est aussi peut-être votre manière à vous de reconnaître son intimité. Il ne faut pas se cacher derrière. Mais en tout cas, lui dire, écoute, si un jour tu te poses des questions, il y a le jour où tu poseras la question, parce qu'en fait, ils s'en posent certainement des questions, hein, voilà, et présenter, être source de solutions. Moi, je pense que ça, c'est important, c'est qu'effectivement, ce soit dans une relation. Parce qu'en relation, on peut tout solutionner, ou presque, quoi. Alors, ensuite, on a une question sur le désir d'enfant. Alors, ça, c'est une question qui est complexe et à laquelle, pour le coup, j'aurais bien de la peine à pouvoir trouver une réponse qui soit une réponse définitive. Il est vrai que cette question-là, elle se discute dans l'accompagnement avec la personne. Et c'est vrai que c'est aussi arriver à distinguer entre le désir d'enfant et le désir d'être parent. Il y a aussi cette tension-là qui se joue et qui doit arriver dans l'accompagnement, dans la réflexion, dans le partage. C'est aussi, on peut très bien entendre la notion de désir d'enfant qui peut être du côté d'une forme de normalité et en même temps pouvoir exprimer c'est quoi d'être parent. Quelles sont les responsabilités d'être parent? Quel enjeu à tout ça? Et de pouvoir réellement voir avec la personne si elle peut en être capable, si on a la capacité ou pas. Mais j'aurais pas de réponse réellement définitive sur la question du désir d'enfant, qui est vraiment une question complexe. Oui, sur cette problématique en particulier, moi, pour en avoir discuté plusieurs fois, en fait, quand une personne comme ça peut me dire qu'elle a envie d'un enfant, qu'est-ce que vous désirez en fait? De quoi on parle? Et enfin, pas souvent, en tout cas, sur la situation auquel je pense, c'était vraiment cette envie de prendre soin, de s'occuper de quelqu'un d'autre. En tout cas, sur l'exemple auquel je pense. Bon, voilà, donc moi, sur cette question-là, je fais appel aussi aux professionnels, et là, en l'occurrence, je n'hésite pas à solliciter les partenaires pour qu'on puisse effectivement, quand on parle d'un désir d'enfant, ok, eh bien, on va aller voir au CPEF, voilà, on travaille avec un médecin en particulier qui a un relationnel formidable, et on en parle, et elle expose. Voilà, il faut quand même, voilà, et on en discute, on en discute. Et souvent, on évolue dans ce désir-là, d'un côté ou d'un autre. Les choses, comme le dit très bien Boris, voilà, on n'a pas de réponse à cette question. En tout cas, il faut entendre cette question-là, ce désir-là, et pouvoir aider la personne en situation de handicap à porter cette parole au bon endroit pour qu'elle puisse avoir sa réponse.
Oui, je sais pas. Et pour compléter, une des choses importantes, c'est déjà de répondre à ce désir-là en le prenant en considération. Comme le disait Christelle, parfois accompagner la personne, par exemple, à un planning familial ou rencontrer un professionnel type, je ne sais pas, psychologue, sexologue, c'est aussi respecter cette volonté et l'accompagner dans ce sens. Et c'est prendre en compte ce souhait, c'est déjà accompagner la personne et c'est déjà répondre à ce besoin d'une manière ou d'une autre. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a des centres ressources parentalité qui sont en train de se développer, mais c'est vraiment très expérimental et on pense de notre côté que c'est des choses qui sont nécessaires parce que ça répond à un vrai besoin, mais prendre en compte, enfin, en tout cas, répondre à ce souhait en le prenant en considération, c'est déjà un élément très important. Et amener une personne, rencontrer un professionnel pour en échanger, pour connaître les tenants et les aboutissants, etc., c'est déjà un grand pas pour la personne, en tout cas. De ne pas juste se dire que c'est une lubie ou voilà, que la personne se sente écoutée, quoi. Pour la suite, on a une question qui nous demande comment peut-on savoir si notre jeune ressent le désir d'avoir des rapports sexuels. Alors, pareil, c'est une question qui est complexe parce que pour le coup, il n'y aura pas de réponse définitive non plus. C'est toujours très difficile finalement de se dire que est-ce que vous, parents, vous le saurez peut-être un jour si ce désir-là est réel. Et puis, finalement, c'est aussi lié à l'éducation, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens, comment je le ressens et comment j'ai envie de le vivre. Et puis, la question des rapports sexuels, c'est vraiment une question qui est extrêmement large et variée. Je veux dire, la sexualité est large et variée. Elle peut prendre des formes très, très différentes. Et que finalement, peut-être, alors on parlait de quelqu'un qui, je ne sais plus qui en parlait, qui voulait se promener dans la rue avec quelqu'un en tenant par la main. Alors, ce ne sera pas de la sexualité en tant que telle, mais ce sera quelque chose peut-être qui le comblera complètement. Exactement. Et que ça pourrait lui suffire. Ouais, c'est ça. Est tellement, enfin, chacun peut vivre aussi ce désir-là de manière très, très différente. Et pour le coup, il n'y a pas de recette magique. Et c'est vrai que parfois, et j'entends, hein, je suis moi-même parent et je crois que c'est parfois difficile de se dire que finalement, la sexualité de notre enfant, eh ben, même si on en a, si on a envie qu'elle soit heureuse et en pleine conscience, on sait qu'elle ne nous appartient pas. Et qu'il faut aussi qu'on puisse se dire qu'avec tout ce qu'on peut apporter comme étayage, comme bienveillance, même de lucidité, parce que je pense que c'est aussi cette notion-là qui est importante, c'est de pouvoir aussi se dire qu'il y a des choses sur lesquelles on peut faire confiance à notre enfant. Il va faire ses expériences, mais l'idée, c'est qu'il puisse être armé pour faire ces expériences-là et les vivre de la manière la plus positive qui soit. Je pense que chacun d'entre nous avons peut-être vécu une expérience insatisfaisante, douloureuse ou autre, qui ne nous a pas comblé complètement. Et ben, je crois que c'est aussi le cas pour les personnes sous handicap. Peut-être qu'ils vivront des expériences qui ne sont pas complètement satisfaisantes. Et en même temps, l'idée, c'est qu'ils puissent le vivre avec tout l'apprentissage qu'il a pu se faire en amont. Et je pense que ça, c'est important. Oui, ce qui est important aussi, je pense, c'est ce qu'on peut considérer comme étant une relation sexuelle génitalisée, l'est pas forcément pour certaines personnes que nous accompagnons. Et effectivement, avoir un amoureux, c'est pas forcément avoir des rapports sexuels. Ça, c'est très important. Voilà, il ne faut pas qu'on soit prisonnier de ça. Voilà. Et surtout, si pour lui, si pour elle, avoir un amoureux, c'est se tenir dans la main dans la rue, c'est passer du temps à regarder un film ensemble, il faut le considérer comme tel. Ça, c'est vraiment la base. Moi, j'ai souvenir d'une personne qui a participé au démarrage des groupes de réflexion et qui posait la question, est-ce qu'on est obligé de faire l'amour quand on a un amoureux? Et je trouve que voilà, c'est une question qui vient aussi répondre à ça, c'est-à-dire que réellement, ça prend tellement de formes qu'il n'y a pas de réponse standard. C'est chacun comme il le veut et comme il le souhaite, en pleine conscience, et je pense que c'est ça le plus important. Il y a une dernière question qui dit, est-ce que ce thème est abordé dans un centre d'accueil de jour?
Alors, oui, j'ai en tête dans certains centres d'accueil de jour, c'est fait. Je ne peux pas garantir dans tous, bien que je pense qu'en tout cas, au sein de l'ADAPI, c'est vraiment quelque chose, maintenant tout le monde a été sensibilisé. Hein. Voilà. Après, charge à vous, à nous, de se renseigner auprès du CAJ auquel vous pensez. Mais oui, dans plusieurs CAJ, il y a effectivement alors, sur différentes formes, hein, intervention de partenaires extérieurs, groupe de parole à l'intérieur du CAJ. Voilà, il y a différents projets qui existent, effectivement. Et comme le disait tout à l'heure Christelle, le principal, c'est qu'on travaille ensemble autour de ces questions. Il faut vous sentir totalement libre de pouvoir en parler avec les professionnels qui accompagnent votre proche au centre d'accueil de jour, de leur poser la question de si c'est abordé, comment, de leur faire part de vos inquiétudes, de comment vous souhaitez être accompagné, appuyé, informé. Voilà, en tout cas, c'est une aussi de leur mission. Donc, il ne faut pas que vous hésitiez à vous appuyer sur les équipes et à les solliciter en ce sens-là. On va bientôt se quitter. Est-ce qu'il y a d'autres dernières questions, commentaires avant qu'on clôture? Bon, eh bien, écoutez, en ce qui me concerne, je suis ravie de ce temps passé avec vous. Voilà, on a essayé d'être à la fois concis, complet. Hein. En tout cas, voilà, on est content aussi de venir en parler parce que voilà, on tient à partager ça avec vous aussi. Et puis, on est à votre disposition si on peut vous être d'une aide quelconque. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup. On va mettre la vidéo en rediffusion et on mettra des ressources en lien, des ressources vidéo, films, outils, site internet que vous pourrez consulter du coup. Très bien. Parfait. Merci beaucoup pour toutes les informations. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.